heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre magazine de l'économie actuelle à Stratégie. En ces lendemains de célébration de la 53e édition de la Fête de l'Unité nationale du Cameroun, nous vous proposons une édition plutôt light de votre magazine. 3 grands reportages sont au menu ce soir, 3 grands reportages consacrés à 3 sujets de l'économie camerounaise. Nous parlerons dans un premier temps du recyclage ou de la seconde vie que l'on peut accorder aux ordures ménagères au Cameroun, mais également nous parlerons de la procédure à suivre pour construire une maison selon les normes et les conditions requises par la loi dans notre pays. Et enfin, nous ferons un focus sur le Festi Cacao, un festival consacré au cacao et au café qui s'est tenu au mois d'avril dernier à Yaoundé, ici même au Cameroun. C'est le menu de Stratégie, un menu que nous déroulons dans le détail. Jocelyne Zoandeng. Au sommaire de Stratégie, plongez dans l'univers du recyclage des ordures ménagères à travers un reportage exclusif. Ensuite, retour sur la procédure à suivre pour construire en toute sécurité au Cameroun et sur la dernière édition du Festi Cacao. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. La gestion des ordures ménagères dans les grandes villes du pays a été au centre de l'actualité ces derniers mois au Cameroun. En cause, un problème dans le ramassage et la collecte de ces dernières qui a causé un amoncellement des tas d'ordures dans les principales artères de nos grandes cités, que sont notamment Douala et Yaoundé. Pour tenter d'adresser le problème et de trouver des solutions, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain a organisé il y a quelques semaines, ici même à Yaoundé, les premiers états généraux des ordures. Occasion pour certains de découvrir notamment qu'il y a de l'or dans les poubelles. Et oui, recycler, ça peut permettre de faire tourner l'économie. Il y a toute une économie circulaire qui peut être générée par les ordures ménagères. Et ils sont quelques-uns des Camerounais qui ont compris qu'il y avait véritablement une mine inexploitée dans laquelle on peut trouver son compte. Jocelyne Zoandeng et Patrick Kamdem ont donc mis la main dans le cambouis et sont allés à la rencontre de ces Camerounais qui vivent littéralement de la poubelle. Recyclage, une mine d'or à découvrir, un reportage mis en musique par Richard Mani Ongeni. Depuis des décennies, la gestion des ordures est une problématique qui se trouve au centre des préoccupations de l'État. L'accroissement des populations en zone urbaine et la modernisation de leur mode de vie ont entraîné une augmentation considérable de la production des déchets. D'après un rapport du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, le Cameroun produit annuellement 6 millions de tonnes de déchets, dont 10% sont des déchets plastiques, soit 60 tonnes de déchets plastiques par an pour le Cameroun. Dans cette production, les villes de Douala et Yaoundé représentent à elles seules 40% du volume global. Malgré l'action du gouvernement pour assainir les métropoles, qui se trouvent régulièrement en proie des crises de déchets, le problème va en grandissant. Dans ce contexte où le déchet est considéré comme une charge, un problème, il est plus qu'urgent d'amener les populations à un changement de mentalité afin de voir les ordures non comme une tare, mais comme une opportunité économique
comme une ressource. Des tas d'immondices dans tous les coins de la cité aux 7 collines. Impossible de faire un tour dans la ville sans tomber sur l'un de ces tas d'ordures. Une situation qui a même donné naissance à un challenge sur les réseaux sociaux au mois de mars dernier. Des célébrités de la toile se sont même amusées à publier des images d'elles, posant devant ou dans des poubelles, avec des légendes toujours plus disgracieuses pour la ville. Les ordures, une présence gênante, encombrante et malodorante qui cache pourtant une richesse inestimable. En effet, 80% de cette ressource en déchets est recyclable. Serge Alain Godon est économiste et docteur en sciences de la gestion. Les ordures représentent ce qu'on appelle la matière première. Or, vous savez, l'économie fonctionne sur l'accès à la matière. D'abord sur l'identification de la matière première, sur l'accès à la matière première et évidemment sur toute une série de mécanismes, de processus, de procédures, de technologies permettant de se saisir de cette matière première, de la mettre dans des mécaniques et des mécanismes qui permettent d'en faire sortir la richesse que l'on recherche et puis de la transformer en produit. Ça, Roméo Toukam Fosso l'a compris et s'est intéressé au recyclage des bouteilles plastiques dans la zone de Biomassi, où il fait office de chef des collecteurs. Le père de famille trouve dans cette activité de quoi mettre sa famille à l'abri du besoin. On voit qu'en ramassant une bouteille seulement en route, on peut avoir de l'argent. C'est donc ça qui nous a tiré. Le kilo, c'est 50 francs. La bouteille plastique, le kilo, c'est 50 francs. Donc, quand vous voyez une moustiquaire comme ça va faire dans les 60 kilos, 70, 80, même 100, voire même 100. Donc, quand on pèse, la balance nous montre le kilométrage. Donc, la stratégie, c'est de mettre dans les biens moustiquaires aussi, qu'on recycle aussi. 1 kg à 50 francs et donc un ballot pesant 100 kg en moyenne. Une fois vendu, Roméo empoche la somme de 5 000 francs CFA. Vu ainsi, l'on se demande combien de semaines il faut pour remplir un ballot et surtout si cette activité nourrit vraiment son homme. Comme vous voyez par exemple ce bac-là, voilà la production d'une semaine, seulement ce bac. On a un nombre de bas à tam-tam. Quand vous dirigez là-bas, vous avez la production de 3 jours, 4 jours. Vous partez à Jouvence, un peu de partout. Donc ça, c'est la production d'une semaine de ce bac seulement en journée. Par exemple, nous travaillons de 7h à 16h. Maintenant, les plastiques qui viennent en soirée, comme nous ne sommes plus là, c'est Isaac maintenant qui s'en occupe. Une vingtaine de ballots en une semaine pour une collecte qui a été faite uniquement dans ce bac d'ordures. C'est donc 2 tonnes de bouteilles plastiques qui sont ainsi collectées, rapportant un montant de 100 000 francs par semaine pour le bac situé uniquement dans la zone du rond-point express. Le groupe ne se limite pourtant pas uniquement à ce bac. Il collecte également dans 2 autres bacs situés respectivement dans les zones de Jouvence et de Tam-Tam, toujours dans le quartier Biomassi à Yaoundé. Ce qui ramène leur gain hebdomadaire à 300 000 francs CFA. Et par mois, ce groupe de collecteurs fait un chiffre d'affaires de 1 200 000 francs CFA, seulement pour la vente des bouteilles plastiques. Roméo ne regrette pas de s'être lancé dans cette activité qui répugne pourtant plus d'un. Vous croisez les bras au quartier, parler de peau bien montée, le LDPC est descendu, les ministres sont descendus et pourtant on peut avoir la possibilité de gagner nos 10 francs en ramassant seulement une bouteille et en rendant aussi la nature propre. Et donc nous sommes dans cette même division-là qui fait en sorte que avec ça, on ne peut pas se plaindre. Hein. Beaucoup nous voient dans les ordi, ils disent que nous sommes les fous. Ils ne savent pas la richesse que ces ordures nous apportent. Oui, donc on inscrit nos enfants à l'école, on rationne dans les maisons, on peut aussi même prendre un pot après le travail
comme on a fait du travail dernièrement, c'est vrai qu'on n'a pas défilé. Mais nous ici, on a fait notre fête. Les gens étaient même surpris de voir que donc ces gars-là peuvent dépenser autant d'argent comme ça. Ils prennent ça tout dans les ordures aussi. La chaîne ne s'arrête pas là. Une fois le travail des collecteurs terminé, ils vendent leur cargaison à un box. Ici, nous sommes à un box de l'entreprise Namé Recycling. Fondée en 2016 avec pour objectif d'avoir un impact écologique, social et économique positif sur l'environnement en recyclant la matière plastique, l'entreprise est l'une des pionnières dans l'activité de recyclage de matière plastique au Cameroun. La box Namé fonctionne comme une sorte de magasin avec un réceptionniste qui, une fois les bouteilles achetées auprès des collecteurs, fait à son tour appel à la base de stockage qui vient acheter les ballots de bouteilles à 60 francs le kilogramme. Et à son tour, le magasinier qui vend son stock de bouteilles à Namé a en moyenne un revenu de 20 000 francs CFA par bac, soit un total de 240 000 francs par mois seulement sur la collecte de Roméo et ses compagnons. Eric Kamjo est le directeur des affaires chez Namé Recycling. Alors, notre système de collecte s'est adapté, n'est-ce pas, au contexte local. Vous savez, le Cameroun, c'est un pays assez pauvre et généralement sensibiliser les gens au tri sélectif sans toutefois apporter une solution de rémunération. C'est un peu du leurre. Donc, on a essayé d'adapter le même système que les déchets ferreux. Vous allez voir que dans tout cet tas d'immondices, il n'y a pas de fer. Tout simplement parce que le collecteur sait que derrière ce fer, il y a une valeur économique. Alors nous, à notre niveau, nous avons essayé de donner de la valeur au fer, n'est-ce pas, en mettant en place des centrales d'achat. Nous allons disposer de centrales d'achat un peu de partout dans les villes, beaucoup plus sur Douala et tout récemment à Yaoundé, n'est-ce pas, en partenariat avec des communes qui nous accompagnent en nous octroyant des espaces dédiés où nous déposons justement ces centrales d'achat-là. Une fois le ramassage effectué par les camions de Namé, le processus de traitement commence. Donc une fois que les bouteilles arrivent à l'usine, ils sont déjà pesés. Ensuite, ils sont triés par couleur et par grade. Grade, c'est le degré de propreté de la bouteille. Ensuite, ils sont broyés, lavés à eau chaude, puis rincés à eau froide. À la fin, on obtient un produit semi-fini qu'on appelle généralement les flocons, qui sont ensuite mis dans une machine de déshumification pour enlever le taux d'humidité et ensuite on l'extrude à 300 degrés. Le produit se liquéfie et ça sort des bandes de séclage que nous produisons et nous mettons sur le marché. Notre produit secondaire, ce sont des palettes plastiques parce que dans la problématique, dans la typologie des plastiques, il y a les plastiques de type dur, notamment du HDPE, du PP, du PVC. Voilà, nous collectons qui sont les chaises cassées pour parler de manière terre à terre, les seaux cassés, les chaises cassées, les plats cassés, voilà, que nous récupérons, nous les broyons et nous procédons par injection. Nous avons une machine à injection où nous produisons des palettes capables, n'est-ce pas, de porter plus de 3600 kg en charge statique et 1200 kg en charge dynamique avec une durée de vie de pratiquement 5 ans. Et ceci en remplacement des palettes en bois qui contribuent à la déforestation également et la désertification. Depuis sa création, l'entreprise a collecté 15 000 tonnes de bouteilles, soit un équivalent de 512 millions de bouteilles, ce qui lui fait une capacité annuelle de 30 000 tonnes sur les 600 000 tonnes des déchets plastiques annoncés par le ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature et du Développement durable. Au-delà des 10% que représente la matière plastique dans la ressource en déchets produite annuellement au Cameroun, l'on retrouve des déchets organiques, matières premières pour la production du compost pour l'agriculture, du biogaz et des engrais biologiques. Pour en savoir plus sur cette activité, nous nous sommes rendus au quartier Colbison à Yaoundé à la rencontre de Boris Freddy Mbondo Abomo, promoteur de bioénergie,
que nous retrouvons au lieu-dit Usine des Eaux. Alors bonjour Monsieur Mvondo. Bonjour Madame Merci Zo. de nous recevoir. Merci beaucoup. Alors qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons de quel côté? Aujourd'hui, nous irons à Eyan, derrière, sans publicité bien sûr, derrière l'Université catholique, où nous irons voir, n'est-ce pas, la construction d'une fosse septique biophile non vidangeable. Allons-y, nous allons avoir plus d'explications sur le titre. D'accord, merci beaucoup. Et nous nous mettons en route pour le village Eban. Rendu au Qatar pour des études dans la branche hygiène, sécurité et environnement, Freddy Eric Mvondo Abomo est séduit sur place par la biométhanisation et décide de se former dans le domaine. Ses certifications en poche, il revient au Cameroun et avec un ami, il fonde l'entreprise Bioénergie qui fait essentiellement dans les énergies renouvelables, notamment l'installation des systèmes solaires biovoltaïques, la construction des fosses septiques non vidangeables et la construction des centrales à biogaz par la transformation des matières organiques en bioénergie, en biogaz et en biofertilisant. Une activité qui tarde encore à décoller au Cameroun. Oui, en ce qui concerne le Cameroun, l'activité n'est pas vraiment vulgarisée. Parce que si elle était vulgarisée, on ne serait plus en train de construire. Par exemple, il y a des gens qui construisent 18 immeubles. Quand on construit 18 immeubles, je crois qu'on doit absolument utiliser la biotechnologie pour pouvoir transformer les matières organiques en biogaz et voire même la bioélectricité. Petit à petit, les gens sont en train de comprendre que on peut rentabiliser ce qu'ils appellent les déchets. Et c'est ça que nous appelons l'or vert. De l'or vert qui abonde dans les rues des métropoles camerounaises, attendant juste d'être valorisé. Tous les déchets biodégradables peuvent produire ce que nous appelons ici du biogaz. Et maintenant, il ne suffit pas seulement d'avoir les déchets pour la production du biogaz, il faut passer à une autre technologie que nous appelons ici la construction des biodigesteurs. Et lorsqu'on construit un biodigesteur, c'est ce biodigesteur-là, désormais, donc maintenant, qui va abriter les déchets organiques que nous allons récolter. Ça peut être dans les différentes fermes, ça peut être les déchets ménagers, ça peut être même les déchets provenant des différents champs, comme les épis de maïs et tout ça. En fait, tout ce qui est déchets biodégradables. Et c'est ça que nous introduisons à l'intérieur de notre biodigesteur. Et ce biodigesteur-là doit être hermétiquement fermé, totalement en l'absence de l'air. Donc hermétiquement fermé, et c'est donc à l'intérieur de ces biodigesteurs-là naît donc ce que nous appelons ici les bactéries méthanogènes. Et ce sont ces bactéries méthanogènes-là qui transforment donc la matière organique en biogaz. Et ce biogaz est évacué. Il peut être évacué pour être stocké dans des bâches de stockage. Il peut aussi être évacué pour être utilisé directement à la cuisine. Malgré tout ce potentiel et la disponibilité de la matière première dans les capitales, la majeure partie des sollicitations pour la construction des biodigesteurs vient de la région de l'Ouest Cameroun et uniquement par des particuliers. Jusqu'ici, nous sommes encore en train de travailler pour les particuliers. C'est-à-dire un particulier qui a sa ferme nous fait appel et on fait l'expertise et on lui dit par exemple, vous aurez besoin, par exemple, en fait on pose des questions, ce que le particulier a besoin. J'ai besoin de produire mon biogaz. Le biogaz, vous allez faire quoi avec? Vous allez cuisiner ou bien vous allez réchauffer les porcelets, les poussins ou vous allez produire l'électricité. Et c'est en fonction de toutes ces études-là que nous travaillons donc sur le dimensionnement. Et ce dimensionnement qui permet donc à notre client ou à un particulier, n'est-ce pas, d'avoir, n'est-ce pas, ce qu'il désire à travers ces déchets. Et dans le cas de figure d'aujourd'hui, nous avons plutôt des centrales qui fonctionnent, mais ces centrales-là ont été conçues par des particuliers. À l'intérieur, c'est le biofertilisant. Pour la construction d'un biodigesteur, les prix varient en fonction de la taille de l'installation commandée par le client. Les frais vont donc d'1 600 000 francs CFA en montant. Et l'installation va permettre, une fois viabilisée, à son propriétaire d'être à l'abri des coupures d'électricité et des pénuries de gaz. Un atout pour des éleveurs qui peuvent ainsi produire l'énergie qui leur est nécessaire pour leur activité à partir de leurs propres déchets. Une production qui est faite
suivant un processus bien précis. Lorsque on finit de construire un biodigesteur, le biodigesteur, il est fermé hermétiquement. Il est fermé hermétiquement dès lors où on le remplit avec les déchets et de l'eau. Oui, on le remplit avec les déchets et de l'eau. Et il faudrait dire ici que le rapport entre l'eau et les déchets doit être, si on a par exemple 1 litre de déchets, on doit aussi également avoir 1 litre d'eau. Donc si on a 1 kilo de déchets, on a 1 litre d'eau. Oui, pour que le rapport soit bon et qu'il soit respecté. Maintenant, lorsqu'on introduit ça à l'intérieur du biodigesteur, parce que le biodigesteur, pourquoi on l'enterre dans le sol? On enterre le biodigesteur dans le sol pour éviter les variations de température. Parce que le biodigesteur qu'on enterre, à l'intérieur règne une température de 40 à 45 degrés. De 40 à 45 degrés. Et c'est cette chaleur-là à l'intérieur qui permet donc, n'est-ce pas, de pouvoir accélérer le processus de la décomposition de la matière organique que nous allons mettre à l'intérieur. Donc la matière organique que nous mettons à l'intérieur subit ce que nous appelons ici transformation physico-chimique. Et c'est après cette transformation physico-chimique-là que le biogaz remonte en surface. Donc vous allez voir, il y a toujours un dôme et ça remonte au-dessus du dôme. Et lorsque ça remonte au-dessus du dôme, c'est pour être évacué pour l'utilisation. Pour l'heure, la production qui se fait à petite échelle ne permet pas encore la commercialisation du produit. L'industrialisation de la filière, en la dotant des infrastructures nécessaires, pourra permettre au Cameroun de rentabiliser l'activité. C'est une urgence au Cameroun, l'État doit se pencher. Parce que vous regardez une ville comme Yaoundé, regardez une ville comme Douala, les ordures sont partout. Nous avons 40% Et de production. Ces ordures-là, c'est la matière première pour la production du biogaz, pour la production du bioélectricité, pour la production du biofertilisant. C'est la matière première. Ça veut dire quoi? La structure en charge, comme ESACAM, pourrait peut-être, avec le concours de l'État, pourrait décider de construire des immenses centrales à biogaz. Et ces immenses centrales à biogaz-là vont produire une très grande quantité de biogaz. Et cette quantité de biogaz-là pourra permettre aux turbines de fonctionner, parce qu'il y a des turbines à gaz qui doivent fonctionner et produire de l'électricité. Ça pourra peut-être faire fonctionner des générateurs à biogaz, parce qu'il y a des générateurs à biogaz qui peuvent aller même jusqu'à 10 MW, qui sont fabriqués par une grande structure là en Europe, et qui peuvent transformer tout ça, valoriser tout ça en d'autres types d'énergie. Et je crois qu'en ce moment, vous allez voir, si on commence à les transformer, vous allez voir des ménages, on va vendre les ordures. Et il n'y aura plus de saleté, il n'y aura plus d'ordures en bordure de route. L'implémentation d'une économie verte encore embryonnaire au Cameroun et les acteurs de ce secteur produisant encore de manière artisanale et donc pas assez pour être compétitifs sur le marché, il est de ce fait nécessaire de promouvoir la valorisation des déchets en les réintroduisant dans la chaîne de production des biens comme matière première. Pour l'économiste Serge Alain Godon, ne pas valoriser les déchets est équivalent à du gaspillage de ressources. C'est une évidence même que l'économie circulaire est une voie vers laquelle nous devrions ou vers laquelle nous pourrions partir, parce que ne serait-ce que dans un premier temps, elle porte à la maîtrise, comme je l'ai dit, à la prise de contrôle d'une matière première qui est abondante et qui pour le moment effectivement est un gaspillage de ressources. On appelle ça en économie du gaspillage de ressources. Donc ça, c'est la première chose. Et dès lors que vous gaspillez de la ressource, ça veut donc dire qu'en termes de procédure d'imagination, de technologie et d'affectation en fait, des produits que vous tirez de cette matière première-là, vous n'êtes pas dans le compte. Et troisième chose, ça veut dire qu'en termes de mobilisation de votre force productive, de votre capital de travail, vous n'êtes pas en situation effectivement de donner la résonance que vous seriez en mesure de donner à votre économie, tout au moins à votre force productive. Donc c'est un gaspillage à tous les étages. Et c'est quelque chose dont nous devrions énormément nous lamenter. Parce que si vous savez, les villes camerounaises, c'est à peu près 55% de la population qui est censée, enfin tout au moins dans les statistiques officielles, qui est donnée pour être établie dans les villes. Donc si on affecte ça sur les 30 à 33 millions de personnes que nous sommes, vous avez entre 17 et 18 millions de personnes qui sont établies dans les villes, dont à peu près 10 millions seulement sur Yaoundé et Douala. Et si vous prenez le trident
Yaoundé, Douala, Bafoussam, dans le trident, le littoral, l'ouest et le centre. Vous avez entre eux autour de 14-15 millions de personnes qui sont regroupées dans ce trident-là. Donc ce trident-là donne la possibilité, je redis encore, en termes de circuit industriel, d'imaginer la manière dont on peut extraire les formes de déchets, des formes de déchets qui sont existantes, des réindustrialisations, des refabrications. Et la déchetterie est extrêmement large. C'est dans l'optique de trouver des solutions durables et efficaces à cette situation que se sont tenus les États généraux sur la gestion des ressources en déchets urbains au Cameroun du 6 au 7 mai dernier à l'hôtel de ville de Yaoundé sous le thème « Les déchets, une richesse pour les villes durables et propres ». 2 jours d'assises présidés par la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia Cortés, représentante du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion-Gounté. Nous sommes envahis du fait de la poussée démographique, du fait de l'urbanisation exacerbée. Nous sommes envahis par les ordures que nous produisons. Comment mieux les adresser pour que ces ordures, qui sont en fait en réalité des richesses, soient valorisées pour retourner dans le circuit de consommation. Sinon, l'environnement qui nous nourrit finira par nous tuer. Donc, j'espère, au vu des contributions, au vu de la qualité des participants, au vu de la qualité des PME camerounaises, même si c'est encore à l'état embryonnaire, on voit qu'il y a des Camerounais, des jeunes Camerounais et Camerounaises qui ont su que ces déchets sont des richesses et ont commencé à transformer en biogaz, en meubles de jardin, en charbon, en pavé autobloquant. Maintenant, comment aller à une vitesse de croisière? Quels sont les facteurs clés? Quelles sont les forces? Quelles sont les opportunités? Dans la liste des résolutions prises au terme des assises visant à apporter des solutions efficaces à la crise des ressources en déchets, l'on peut citer entre autres le démarrage de la construction des plateformes de regroupement des déchets dans les villes de Yaoundé et Douala, l'élimination à terme des bacs à ordures le long des voiries, un appui sur le budget 2026 qui sera apporté aux initiatives présentées lors des expositions sur l'économie circulaire, l'ouverture des filières de formation en économie circulaire dans les universités et les grandes écoles, l'augmentation de l'utilisation des matériaux issus du recyclage. Des résolutions qui vont impacter positivement le tissu économique camerounais si les populations se responsabilisent dans le traitement initial de leurs ordures, en intégrant comme étant une norme le fait de les sélectionner, de les catégoriser et de les entreposer de façon responsable. Ce qui va permettre une revalorisation plus efficace et favoriser la création de nouveaux emplois avec une activité économique capable de générer des revenus importants par la commercialisation des produits issus du recyclage. Les gens ont une manière de traiter les ordures dans la zone bantou qui est différente de la zone sahélienne. Ça procède aussi de la trajectoire historique, c'est-à-dire que le fait qu'on ait donné le sentiment aux Camerounais depuis maintenant à peu près 60 ans, le fait qu'il y a une entité qui finalement n'est pas d'eux et qui est responsable, c'est-à-dire à laquelle on attribue de façon totalement irresponsable. C'est-à-dire que les gens ne sont pas responsables de leurs ordures. Quand vous sortez de votre barrière avec un sac d'ordures, à la limite, vous le versez à la première rue parce que c'est exactement ce qui se fait. Les déchetteries se constituent de cette manière-là. Elles se constituent à la première rue parce que les gens ne se sentent pas responsables de cette question-là. Or, toutes les sociétés ailleurs, l'une des premières étapes, c'est d'abord de responsabiliser les gens. Mais pour responsabiliser les gens, ça procède de ce que philosophiquement, la société soit individualisée et donc qu'on puisse identifier les gens, donc leur affecter les conduites qui sont bonnes et les conduites qui ne sont pas bonnes. Construire une maison, c'est s'engager dans un projet déterminant pour son avenir. Et comme pour tout projet important, il est clairement nécessaire de maîtriser toutes les procédures et surtout tous les acteurs impliqués
dans la réussite de votre projet. Pour construire sa maison, il ne suffit pas seulement de prendre des briques ou alors du ciment pour se lancer. Il faut suivre des étapes pas à pas pour parvenir à habiter un jour dans cette maison que vous entendez construire. Et pour pouvoir y parvenir, il y a un tas de procédures à suivre et surtout des normes à respecter dans notre pays. Jocelyne Zoandeng, Patrick Kamdem et Richard Mani Ongene sont allés à la rencontre des acteurs impliqués dans ce secteur pour nous parler des procédures à suivre pour construire en toute sécurité. Reportage. Avril 2020, un bâtiment s'effondre dans le 3e arrondissement de Yaoundé, faisant plusieurs morts et des blessés. Juin 2024, un mur s'effondre au quartier Golf à Yaoundé, entraînant une maison du voisinage dans sa chute. Toute la terre là, on détruit tout ça. On parlait de l'évitement ici. Dans la nature, on prend cette fois. Toute la piole, gars. Toujours en juin 2024, mais cette fois au quartier Omnisport, un immeuble en construction s'effondre sous le regard des populations environnantes. Des sinistres comme ceux-là se comptent en n'en plus finir dans les faits de société des villes du Cameroun. Dans la plupart des cas, les causes déterminées sont utilisation du matériel inapproprié pour la zone, non-respect des normes de construction en vigueur, défaut de construction, mauvaise réalisation, construction en zone à risque et bien d'autres encore. Des paramètres qui auraient été pris en compte si et si seulement si le client s'était référé aux professionnels qu'il fallait pour la réalisation de son projet de construction. En effet, la construction d'un édifice se fait suivant un processus administratif et technique bien précis qu'il est impératif de suivre. Tout commence par une idée de ce que l'on souhaite avoir comme bâtiment. Une idée qui va se matérialiser dans le cabinet d'un architecte. Dieudonné Binoué est le manager de Saré Architecture, un cabinet d'architecture situé dans la ville de Yaoundé qui met à la disposition de leur clientèle des services allant de la conception d'un projet à son suivi, de même que la réhabilitation des projets de construction. De plus, Saré Architecture fait aussi dans le volet formation, en permettant aux étudiants en BTP d'y faire des stages académiques et même des stages de perfectionnement. Selon le manager, l'architecte est l'une des pièces maîtresses dans la conception et même la réalisation d'un édifice. L'architecte, dans l'acte de construire, il sert à organiser le processus d'édification de l'ouvrage. Donc, de la commande à la réalisation, à l'effectivité du projet, l'architecte organise à partir de la conception, le suivi du projet et la mise en œuvre du projet. C'est l'architecte qui permet d'organiser de manière globale le processus de réalisation de cet ouvrage-là à travers le budget. Il faut mettre en relation le budget, faire coïncider les choix esthétiques, le parti esthétique du client, et en particulier les normes qui régissent la construction, l'acte de construire. Donc c'est l'architecte qui veille à ce que tous ces éléments-là soient pris en compte pour que l'ouvrage à la fin soit... la réalisation du projet commence justement par le contact avec le client. On va faire une descente sur le lieu, on va causer avec le client pour savoir exactement ce que le client a besoin, ce qu'il veut. Et puis on va essayer de faire des propositions, on va discuter avec le client, on va travailler avec lui tout au long du processus. Et une fois que c'est fait, on va essayer de matérialiser
voilà, pour que le client se retrouve dans son ouvrage. Parce qu'on fabrique ce projet pour lui, et voilà. Loin de se limiter à la conception du projet, le rôle du professionnel s'étend jusqu'à sa réalisation. Pendant la réalisation, l'architecte va se rassurer que c'est effectivement ce qui a été fait en amont qui est réalisé sur le terrain par le suivi de chantier, les réunions de chantier, voilà, et puis envoyer des rapports et tout au maître d'ouvrage, voilà. Et une fois que c'est fait, avec des phases validées et tout, c'est là donc que l'architecte va réceptionner, déjà va faire ses pré-réceptions et puis va officiellement remettre les clés au client. Donc en réalité c'est ça, c'est l'architecte qui est le maestro qui regarde de manière globale le suivi du projet. L'architecte rassure au moins sur la fonctionnalité, sur la qualité de l'ouvrage qu'il va produire. Consulter un architecte ne veut pas dire dépenser de l'argent, au contraire. Consulter l'architecte veut dire rationaliser justement les dépenses. Parce qu'à la fin, le projet qu'un architecte a travaillé, le projet qui a été suivi par un architecte est bien pensé, finalement coûte beaucoup moins que celui qui arrive et qui est fait de manière hasardeuse, comme ça se trouve généralement le cas dans notre cité. Et aussi l'avantage de consulter l'architecte, c'est que c'est sous garantie. Bien sûr que c'est sous garantie. Il y a des assurances qui couvrent l'architecte et puis l'acte de construire. Donc, il est bien avantageux et c'est ça la démarche qu'il faut justement faire. Et puis, permettre aux Camerounais aussi de pouvoir rentrer dans les bourses qui sont demandées dès le départ. Parce que souvent, certains clients vont annoncer des coûts et maintenant, l'architecte va travailler son projet pour rentrer dans l'enveloppe qui a été annoncée et non le contraire. Une fois cette étape validée, le dossier du projet en main, il est judicieux de se trouver un ingénieur en bâtiment, communément appelé chef chantier dans le milieu du bâtiment. Une étape cruciale pour l'avenir de votre bâtisse. Le docteur Marie-Solange Mban est le directeur de l'urbanisme, de l'architecture et du cadre de vie à la communauté urbaine de Yaoundé. Selon elle, chaque métier doit être exercé par le professionnel formé à cet effet. Nous rencontrons beaucoup de cas d'effondrement des murs de soutènement parce que tout simplement le dimensionnement n'a pas été bien fait. Ou alors la mise en œuvre, le dimensionnement peut même être bien fait, mais la mise en œuvre, qui met en œuvre quoi? Parce que nous trouvons sur le terrain les chefs de chantier. Le chef de chantier, c'est qui? Un chef de chantier doit avoir un profil bien défini. Mais vous allez trouver, tout le monde est devenu chef de chantier. Tout le monde est devenu ingénieur. Mais vraiment, permettez que je le dise, ça s'apprend. Un ingénieur qui a fait 3 ans pour avoir son diplôme d'ingénieur des travaux et un ingénieur qui a fait 5 ans pour avoir son diplôme d'ingénieur de conception, on ne va pas le comparer à quelqu'un qu'on appelle dans un chantier un chef de chantier. Donc que les usagers sachent adresser leurs demandes à qui de droit. Un maçon qui s'est formé dans l'État se retrouve à être chef de chantier, se retrouve à être ingénieur, se retrouve à être architecte. Respectons les métiers. L'ingénieur en génie civil nous emmène sur un chantier d'un bâtiment R+1 bâti sur 33 mètres carrés au sol avec une emprise aérienne de 68 mètres carrés construit dans la ville de Yaoundé. Un challenge pour l'ingénieur qui tend à se spécialiser dans la valorisation des petits espaces. Du coup, le challenge ici, c'était de rentabiliser l'espace et de le rendre fonctionnel. Ouais. Parce que le plus souvent, on n'attend que d'avoir des grands espaces pour bâtir. Or là, le client ici, avec des données qui ne permettaient pas à la base d'exploiter le terrain, mais avec notre expertise, on a pu rentabiliser l'espace sur le terrain. Donc là, nous y sommes presque. Vous allez mieux apprécier une fois sur place. Merci mes ingénieurs.
Une fois sur place, nous retrouvons certains membres de son équipe. Pour le professionnel en bâtiment, les services d'un ingénieur sont incontournables lorsqu'on veut construire une maison, un immeuble ou tout autre bâtiment. L'aspect technique ici, de l'ingénieur dans le bâtiment, c'est de modéliser, dimensionner, répartir chaque volume du bâtiment pour qu'il soit dans les limites du terrain, pour qu'il soit fonctionnel et pour qu'il puisse respecter les normes et les réglementations en vigueur du bâtiment. Le calcul de structure ici, c'est le principal rôle. Je ne mets pas les autres rôles, mais c'est le principal rôle de l'ingénieur à ce niveau-là parce que c'est ce qui permet de mettre un bâtiment comme ça debout. En d'autres termes, s'assurer de la stabilité et que le bâtiment puisse supporter les charges et les supports, les intempéries que le bâtiment va subir. Bon, à ce niveau-là, l'ingénieur fait des calculs qui lui permettent de dimensionner des semelles, des poteaux, des poutres pour s'assurer de la bonne stabilité du bâtiment, peu importe les intempéries, peu importe les charges et les contraintes. Là, on a la bâtisse. À ce stade, un autre professionnel très souvent négligé, mais qui a pourtant un rôle très important, se doit d'intervenir. Il s'agit du géotechnicien. Le géotechnicien, c'est celui-là qui nous permet de modéliser et de faire des calculs de structure. Si on n'étudie pas votre sol préalablement, ça ne sert à rien de commencer à bâtir. Ouais. Donc, du coup, maintenant, hormis ce facteur-là, les maisons s'effondrent beaucoup aujourd'hui parce qu'au niveau de la gestion et des calculs de structure, il y a de légères négligences qui sont effectuées sur les projets. Je m'explique. On va prendre le cas peut-être du ferraillage. Lorsque nous dimensionnons les bâtiments, nos logiciels et nos méthodes de calcul nous donnent des données qu'on doit appliquer au bâtiment. Maintenant, par abus, des fois, certains se mettent à des pratiques un peu pour avoir une petite marge, le plus souvent parce que ce sont nos réalités. Et sur le long terme, le bâtiment finit par flancher. Donc il y a ces deux facteurs-là. Il y a le facteur qualitatif au niveau du matériel et le facteur de négligence au niveau des géotechniciens. S'il n'y a pas de géotechnicien, ça ne sert à rien de commencer un projet. Oui, ça coûte cher, c'est sûr. Mais vous n'avez pas idée ce qu'un amateur peut vous coûter aussi. En effet, le géotechnicien est chargé de tester la résistance des sols avant la construction d'un édifice, ce qui permet d'éviter le risque d'écroulement dû au glissement des sols. Il étudie les conditions d'adaptation du projet au sol qui lui est destiné et en évalue les risques environnementaux. Ne pas avoir recours à ces services, c'est donc s'exposer à une issue catastrophique. Une fois le calcul de la structure, les devis estimatifs, les études géotechniques obtenues, place à la procédure administrative, c'est-à-dire l'obtention d'un certificat d'urbanisme et du permis de bâtir, des documents délivrés par la communauté urbaine. Pour avoir un permis de construire, il faut d'abord demander un certificat d'urbanisme qui est un acte délivré par le maire de la ville de Yaoundé. C'est un document d'information qui vous informe sur les règles d'urbanisme de la zone sollicitée pour implémenter votre projet. Donc, après l'obtention du certificat d'urbanisme, et pour avoir le certificat d'urbanisme, il faut avoir votre copie du titre foncier avec un certificat de propriété qu'on obtient dans les services du cadastre. Et avec ces pièces, vous avez votre certificat d'urbanisme qui ne coûte pas grand-chose, qui coûte à la mairie de la ville de Yaoundé 12 000 francs CFA. Nous avons pris des dispositions pour que ce document soit délivré dans 72 heures si votre titre foncier est rattaché dans le système géodésique du Cameroun. Parce qu'il y a eu des titres fonciers qui ont été délivrés il y a des années qui n'ont pas ces coordonnées géodésiques qui permettent d'aller vite. Si on sollicite par exemple une descente de terrain, ça veut dire qu'en fait votre document que vous avez produit n'a pas ces coordonnées qui puissent nous voir dans notre map foncière, là où se trouve exactement votre site. Donc après la délivrance du certificat d'urbanisme en fonction de l'objectif visé à la suite, on vous délivre donc soit le permis de construire, soit le permis d'implanter. Maintenant pour le permis de construire,
Après avoir donc obtenu le certificat d'urbanisme, qui est un élément du dossier de demande de permis de construire, on vous donne donc un formulaire où on va vous exiger les plans en fonction des échelles qui sont définies par rapport au volume de votre projet. Et il y a des pièces, par exemple les notices d'impact environnemental qu'on va vous exiger, les études géotechniques, les notes de calcul en fonction du volume de votre projet. Pour un bâtiment qui est un plein pied tel qu'on l'appelle, donc qui n'a pas d'étage, on ne va pas vous demander une note de calcul ni des études géotechniques, mais quand ça va déjà au-delà de 3 étages, on va vous demander les notes de calcul pour dimensionner votre structure. On va vous demander de faire les études géotechniques. On va vous demander la notice d'impact environnemental et les notices d'impact de sécurité même. Une fois le dossier complet déposé, une commission interministérielle siège et donne un avis technique sur les données présentées. Par la suite, conformément à la loi en vigueur, le requérant verse à la communauté urbaine un montant correspondant à 1% du coût global de son projet en guise de frais pour l'obtention du permis de bâtir. Par exemple, si le projet est estimé à hauteur de 250 millions de francs CFA, il va verser à la communauté urbaine la somme de 2 500 000 en guise de frais. Mais selon les chiffres avancés par la communauté urbaine de Yaoundé, seulement 2% des usagers sollicitent le permis de bâtir. C'est ainsi que des édifices célèbres de parcs et d'autres de la ville sont tenus compte du plan d'urbanisme établi par la communauté urbaine et généralement à leur risque et péril. À la mairie de la ville, nous nous battons à conformer l'existant. En principe, ça ne devrait pas, mais comme il n'y a pas de sanctions, il y a des sanctions pécuniaires. Quand vous êtes au début de construction, ça se calcule en fonction du volume effectivement du projet, en fonction du niveau atteint par vos travaux. C'est des sanctions pécuniaires. Mais la mairie, la commune n'a pas les moyens de sa politique pour vous contraindre à payer cette sanction. Il faut faire le recouvrement, comment je peux dire, les receveurs municipaux savent le faire. Il faut aller vers cela. Certains payent ces sanctions, mais quand le bâtiment est déjà construit, il est difficile pour que la mairie vienne démolir parce que l'ultime sanction, c'est la démolition. Pour arriver à la démolition, il faut que la mairie se constitue en partie civile, porter plainte au pénal pour arriver à démolir l'édifice qui est construit. Donc c'est assez lourd pour la mairie de la ville et le contexte aidant, un environnement pauvre, il y a la tolérance administrative, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de dérapages. Une fois le permis de bâtir délivré, place à la réalisation du projet proprement dit. Le processus de construction en lui-même se fait en plusieurs étapes. Alors le rôle d'un ingénieur à ce niveau-là, c'est déjà au niveau de la faisabilité du projet. L'ingénieur à ce moment-là fait les études de faisabilité du projet sur lesquelles il établit la viabilité du projet et le respect du projet dans son environnement. Puis nous avons la phase conceptuelle. C'est à ce niveau-là qu'un ingénieur conçoit le projet selon les demandes du client et les respects et la maîtrise d'œuvre et les critères en fait que le bâtiment a à remplir pour que le client soit satisfait de son travail ou encore au niveau conceptuel que le bâtiment soit totalement situé dans son environnement. L'importance d'avoir un ingénieur sur son chantier relève de plusieurs aspects. Déjà, hormis l'aspect technique, il y a l'aspect administratif. En temps normal, si un ingénieur n'a pas signé de plan, il ne peut avoir permis de bâtir. Déjà là, à ce niveau-là. Sauf si certains y vont frauduleusement. Puis, l'importance majeure d'un ingénieur sur un projet, c'est au niveau de la gestion du projet. Parce que l'ingénieur, il planifie le projet. Il s'assure du bon déroulement de l'exécution des tâches du projet. Il s'assure de la gestion des coûts. Parce que c'est le facteur financier qui permet d'effectuer les travaux. Et le client ne doit pas être perdant. Le client doit s'assurer que l'argent qu'il injecte dans les fonds
sont pleinement utilisés et à bon escient. L'ingénieur, à ce niveau-là aussi, permet au client ou au maître d'ouvrage d'équilibrer et de compenser des coûts en fonction des techniques que l'ingénieur peut trouver sur le terrain et des techniques créatives aussi. Donc, une autre importance d'un ingénieur sur un bâtiment, c'est la gestion globale et le management du projet. S'assurer du respect des délais, s'assurer de, comme je parlais tout à l'heure, de la gestion des coûts, s'assurer de la structure, s'assurer de la bonne exécution de chaque ouvrage. Chaque artisan doit être précis, il s'assure de ça, pour que le bâtiment soit totalement fonctionnel et durable dans le temps, tout en respectant les demandes du client ou des potentiels utilisateurs du bâtiment. Et pour terminer sur cet aspect, je veux vous dire que le rôle de l'ingénieur ici est de s'assurer que chaque millimètre carré du bâtiment soit fonctionnel et utilisable à bon escient. De la réalisation du gros œuvre aux finitions du bâtiment, l'ingénieur travaille en collaboration avec l'architecte et ensemble, les deux professionnels s'assurent de livrer un bâtiment qui correspond à la commande du client, mais aussi un édifice respectant les normes de construction en vigueur. Mais au vu des effondrements de plus en plus réguliers au Cameroun, il est plus qu'évident que le métier est pris d'assaut par des pseudo-ingénieurs qui se font former sur le tas et parfois ne maîtrisent pas les rouages de la profession. Ce qui concerne des domaines comme le génie civil, nous sommes répertoriés, nous sommes inscrits à l'ordre. C'est simple, vous vous rapprochez de l'ordre, c'est le canal le plus sûr. Vous vous rapprochez de l'ordre, vous vous contactez, ou pour les géotechniciens, il y en a, les labos génie et tout, vous vous rapprochez des structures normalisées. On va vous mettre en contact de façon normale avec un technicien, un ingénieur, un expert dans le domaine que vous souhaitez. Pour les services d'un ingénieur, les tarifs sont fixés en fonction du stade des travaux. Pour la phase conseil, il faut débourser entre 100 et 300 000 francs CFA. Pour les études et la réalisation du projet, le montant de la facture se situe entre 500 000 francs et 5 millions de francs CFA en fonction du projet. Pour le suivi, il se rémunère de façon mensuelle et la mensualité est comprise entre 200 000 et 500 000 francs. Des sommes qui semblent être la raison pour laquelle les populations se réfèrent à des techniciens qui coûtent moins cher, mais pour des résultats approximatifs. Ce parcours peut tout aussi être évité en choisissant l'option d'une entreprise de construction au sein de laquelle on est libre de souscrire au service clé à la main. Martino Zonkoto est le directeur général adjoint du groupe Forest Investment SAR, une entreprise établie dans les villes de Yaoundé et Douala, qui, entre autres services, fait dans la vente des matériaux de construction et la construction. On a Forex Build qui s'occupe de la construction des maisons clés à main. C'est un service qui est lié avec la vente des matériaux de construction. Donc nous avons plusieurs quincailleries, principalement à Yaoundé. Nous avons 3 agences déjà qui vendent des matériaux de construction de haute qualité. Et en parallèle, nous offrons un service de construction avec clé en main. Le service clé en main. Dans le domaine de l'immobilier, le terme fait référence à un type de contrat où le bien commandé par le client est livré entièrement fini, prêt à être utilisé. De quoi se soustraire aux tracasseries des différentes procédures. Au-delà de cet aspect, il y a la garantie d'un travail bien fait, sans risque de détournement de fonds ou de matériaux, comme nous le dit le DGA de Forex SAR. Le seul fait déjà d'avoir plusieurs intervenants, plusieurs plusieurs prestataires va forcément complexifier la gestion financière. En fait, les ressources ne seront pas optimisées. En prenant une entreprise ou alors en travaillant uniquement avec un seul prestataire, il assume les responsabilités en termes de qualité. Donc, il assume les responsabilités sur les livraisons, c'est-à-dire les dates qui sont généralement respectées.
L'option d'une entreprise de construction apparaît alors comme une solution confortable et sécurisée tant qu'on arrive à s'entendre sur le prix de la prestation qui est fixé en fonction du projet. Pour construire au Cameroun comme partout ailleurs, il est donc recommandé de s'adresser aux professionnels du métier, de s'assurer que le projet soit réalisé dans le respect des normes en vigueur, de prendre toutes les autorisations légales nécessaires et surtout d'éviter de s'installer dans les zones à risque. Terminons cette édition de Stratégie en revenant sur la dernière édition du Festi Cacao. Il s'agit d'un événement organisé par le CICC, le Conseil interprofessionnel du cacao et du café au Cameroun. Un événement qui s'est tenu dans un contexte particulier, marqué par la relance observée dans la filière cacao et café au Cameroun. Depuis quelques années de cela, le cacao connaît une véritable révolution, avec une flambée observée au niveau des prix du kilogramme Borchon, qui est passé de 1000 francs à quasiment 5 à 6 000 francs selon les périodes et selon les zones. Des prix qui font le bonheur des producteurs, mais également des transformateurs qui ont dû se réadapter à la nouvelle donne. Et surtout, des éléments qui n'ont pas échappé aux différents participants à ce Festi Cacao que je vous propose de retrouver dans ce reportage réalisé avec Richard Mani Ongene et Patrick Kandem. Pendant les 3 jours du Festi Cacao 2025, se balader dans les tentes et chapiteaux emménagés à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, c'était s'offrir une véritable expérience à la fois visuelle, gustative et olfactive. À chaque coin, sous chaque tente, dans chaque regard, des cabosses de cacao, des grains de café, des fèves à grignoter sous toutes leurs formes possibles, du café fraîchement moulu à déguster, du chocolat à n'en plus finir. Un véritable rendez-vous du donner et du recevoir pour les dizaines de milliers de visiteurs qui ont fait le déplacement, mais également un monde d'affaires pour les quelques 160 exposants venus présenter le fruit de leur dur labeur. Pour le reporter, une mine d'informations impressionnante avec à la ronde une bonne brochette des têtes les mieux faites dans le domaine de la cacaoculture et du café, des experts ouverts, disponibles et prêts à se livrer au jeu des questions-réponses habituelles, loin des cadres feutrés et protocolaires des bureaux et officines. Pour vous, nous avons approché ces experts, rencontré ces artisans transformateurs de cacao et de café, échangé avec eux pour mieux comprendre et appréhender les enjeux de l'essor de la cacaoculture au Cameroun. Dès l'entrée de l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, tout visiteur est frappé par cette imposante œuvre d'art représentant les couleurs du Cameroun. Un tableau visuel unique réalisé avec une centaine de cabosses issus des champs et des laboratoires de la Sodecao, Société de développement du cacao. Une vraie démonstration de force pour cette entreprise publique en charge de la politique nationale de développement de la cacaoculture. Créée par décret présidentiel du 2 février 1974, elle a pour mission principale le développement de la filière cacao à travers des services tels que la production et la distribution du verger, la fertilisation des sols et le conseil agricole, entre autres. Disposant de 3 champs semenciers de 90 hectares dans les régions de l'Est, du Centre et du Sud, la Sodecao est de l'avis de son directeur général que nous rencontrons sur place dans le stand, au cœur de la politique nationale en matière de cacao. La Sodecao est au cœur de la révolution ou de l'évolution actuelle, parce que le matériel végétal est produit par la Sodecao, comme je l'ai dit, qui est vraiment au cœur de la production. Quand on parle de production au Cameroun, c'est la Sodecao. Nous avons, n'est-ce pas, dans notre, comment dirais-je, nous avons tout un dispositif qui adresse cette problématique, n'est-ce pas, de la production. L'encadrement fait partie, n'est-ce pas, de notre mission. Nous encadrons les producteurs dans presque tous les bassins de production du pays. Nous sommes au cœur de cette aventure et donc nous n'avons de cesse de les encourager, de former
de les initier, n'est-ce pas, aux bonnes pratiques. C'est le rôle et le travail que la SODECAO fait, n'est-ce pas, au jour le jour. Une mission essentielle tant le cacao, deuxième produit d'exportation au Cameroun, après le pétrole, pesant pour près de 10% du volume des exportations nationales, est aujourd'hui à la fois une source importante de rentrée de devises, mais également un boost important pour l'économie. Avec une contribution de 5% au PIB agricole, la filière fait vivre près de 2 millions de personnes dans les 5 bassins de production. De quoi justifier la joie quasi débordante du directeur général de l'ONCC, l'Office national du cacao et du café, que nous rencontrons au détour d'une conférence sur les nouvelles exigences de l'Union européenne en matière d'exportation, lorsque nous lui parlons de l'impact des nouveaux prix du kilogramme de cacao porchon. L'ONCC est l'organe de régulation de la filière au Cameroun et en même temps responsable de la promotion de l'origine Cameroun, avec pour corollaire trouver des marchés pour tout le cacao produit au Cameroun. Le pendant de cette mission, c'est la qualité. L'ONCC garantit la qualité. Donc, une fois que vous avez le volume et la qualité et un marché, et que les prix sont intéressants, vous ne pouvez être que heureux. Donc, depuis 2 ans, nous sommes heureux à l'ONCC. Pas heureux pour nous-mêmes, mais pour nos compatriotes qui ont investi dans cette spéculation et qui, pendant des années, souffraient un peu des prix tout à fait pas justes, et qui aujourd'hui gagnent suffisamment d'argent pour pouvoir investir, économiser, s'épanouir et vivre une vie décente. C'est tout le plaisir qu'on a à voir ces prix aujourd'hui. Maintenant, à titre personnel, l'ONCC fonctionne sur une redevance qui est calquée sur les exportations. Quand les prix sont bons et que les exportations sont bonnes, forcément, à titre individuel, l'ONCC en bénéficie. Et plus heureuse. Et encore plus heureux. De fait, comme le Cameroun, ce sont tous les producteurs de cacao en Afrique qui ont le sourire aux lèvres depuis quelques années. Ceci est dû au fait de la chute de la production des 2 premiers producteurs mondiaux, que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui ont perdu plus de 30% de leur potentiel, avec pour conséquence immédiate la hausse vertigineuse des prix du kilogramme de fèves. En RDC comme à Madagascar, l'enthousiasme autour du cacao est le même. La situation du cacao en RDC se porte bien. L'Office national des produits agricoles du Congo que j'ai l'honneur de diriger, à mon arrivée en 2023, contrôlait 6 000 tonnes. Et aujourd'hui, là, en 2024, nous avons contrôlé presque plus de 60 000 tonnes de sorties. Ce secteur se porte bien, mais est impacté par l'insécurité qui sévit au pays. Avec des prix qui sont aux alentours de 10 000 $ la tonne, tout le monde est content. Tout le monde est content dans le monde, donc les prix sont élevés, les producteurs sont élevés, enfin tout le monde est content. Oui, c'est vrai que si on compare par rapport au Cameroun par exemple, qui fait les 300 000 tonnes, c'est très peu. Mais notre fierté, c'est de pouvoir dire que nous, tout notre cacao est un cacao fin. On est 100% cacao fin dans la liste de l'Organisation internationale du cacao. La rencontre avec le secrétaire exécutif du Conseil national du cacao de Madagascar nous permet d'ouvrir un volet important de notre enquête autour du cacao. Considéré comme le meilleur cacao au monde, le cacao malgache, entièrement labellisé cacao fin, du fait de l'arôme unique de ses fèves fin de Criollo, est l'un des plus prisés par les chocolatiers du monde. Malgré son volume de production très faible, 15 000 tonnes par an, il reste le premier en matière de qualité pour le cacao fin et aromatique. Si le cacao malgache est le meilleur, quid alors du cacao camerounais? Expert des questions sur le cacao et porteur de l'inscription du cacao camerounais sur la liste très sélective des cacaos fins au monde, Simon Bassanaga est l'une des voix les plus indiquées pour parler du cacao. Le cacao camerounais, c'est 2 attributs fondamentaux qui font la force de l'origine. Le premier attribut, c'est le profil aromatique qui varie en fonction du terroir et en fonction des variétés, qui font qu'aujourd'hui, l'origine Cameroun est courue par beaucoup d'autres pays
pour faire des mélanges et rehausser la qualité de leur pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à noter sur l'origine Cameroun, c'est la couleur. Aujourd'hui, nous sommes en passe d'être reconnus comme pays producteur de cacao rouge à travers une indication géographique protégée. Vous voyez ces deux attributs extrêmement importants parce que le deuxième attribut qui porte sur la couleur permet aux couverturiers, dont un corps de métier de chocolatier, de pouvoir améliorer la couleur de leurs produits finis, dans le chocolat. Donc avec ces deux attributs, le Cameroun aujourd'hui se hisse parmi les meilleurs cacao, les meilleures origines du monde, après Madagascar naturellement. Cacao fin, cacao rouge brique, des labels qui confèrent au cacao camerounais une position de choix dans la liste des produits les plus prisés au monde. Un niveau d'excellence atteint notamment grâce aux 11 centres d'excellence en matière de traitement post-récolte des fèves, installés dans les bassins de production depuis 2017 par le CICC, en partenariat avec le gouvernement et les chocolatiers français. Un cacao d'excellence recherché pour son profil aromatique et sa texture unique qui permet notamment aux couverturiers de réaliser des prouesses en chocolaterie. Meilleur chocolatier au monde et propriétaire de plus de 20 boutiques en France et au Japon, Jean-Paul Evin fait partie de ces chocolatiers premium qui ont fait du cacao camerounais la base de leur travail. Le meilleur chocolatier du monde au Cameroun, il vient d'abord voir le cacao qui se trouve au Cameroun, parce que pour moi c'est un des meilleurs du monde. J'ai participé avec une coopérative camerounaise qui est la coopérative d'Aristide, et j'ai financé un centre de post-récolte. Ce centre post-récolte permet de fermenter le cacao et d'améliorer considérablement la qualité du cacao. En plus, c'est fait dans de bonnes conditions, avec des traçabilités. Et moi, j'achète ce cacao, je l'ai fait transformer à Paris par des couverturiers, deux d'ailleurs, pour faire des comparaisons. Et je trouve que c'est un cacao extrêmement complexe, acidulé et très intensif en goût, puissant en goût. Donc moi, franchement, je trouve ça très très bon. Ces fèves, c'est dans le centre d'excellence de traitement post-récolte de Kolosang qu'il a financé qu'il se les procure. Des fèves de qualité pour lesquelles le suivi du traitement est méticuleusement contrôlé et assuré par les équipes de Aristide Chemchua, présidente de la coopérative locale et promotrice du concours de pâtissiers et chocolatiers camerounais, la Battle des chefs. Une compétition dont le projet a germé de cette activité de traitement post-récolte. Je pars déjà du fait que je fais dans la cacao-culture. Donc moi c'est Aristide Chemchua, présidente d'une société coopérative de cacao-culture au Cameroun. Donc en profitant donc des voyages pour aller dans les foires, je vois donc je rencontre donc plusieurs chocolatiers pâtissiers qui font déjà dans ce domaine-là. Nous, en étant dans le pays producteur mondial de cacao, je me suis donc dit pourquoi ne pas donc mettre en valeur ces métiers de la chocolaterie et de la pâtisserie, en passant donc par un jeu concours, parce que nous avons beaucoup d'amateurs et de professionnels, mais qui ne vivent pas vraiment aisément de ce métier-là. Pourquoi? Parce que je constate que ce que je goûte à l'extérieur et ce que je goûte ici, il y a une réelle différence. Alors je mets en place dans ce jeu en me disant le meilleur gain, c'est obtenir une formation. Pour celui-là qui est amateur ou passionné, pour celui-là qui est professionnel, pour mieux faire. Rendue à sa deuxième édition, la Battle des chefs, qui fait partie des nombreuses activités en marge du Festi Cacao, permet aux pâtissiers et chocolatiers amateurs et professionnels camerounais de se frotter au meilleur du monde dans le domaine de la chocolaterie. En jeu, une formation pointue dans l'un des centres de Jean-Paul Evin en France. De quoi booster la carrière des locaux en quête de formation plus pointue en cuisine fine. Moi, évidemment, je viens ici, je ne viens pas uniquement en tourisme, c'est pas mon but parce que j'ai autre chose à faire, mais la formation, pour moi, c'est l'essentiel dans la vie. Moi, j'ai fait une formation très longue et c'est pour ça que je suis arrivé à ce niveau de perfection dans le travail. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à trouver comment arriver à faire que dans ce pays, on puisse trouver un démarrage pour la formation des Camerounaises ou Camerounais, en termes alimentaires, en termes de pâtisserie, de chocolat, y compris
de culture du cacao, etc. Donc ça fait partie... Créer une filière chocolaterie, par exemple, dans nos écoles de cuisine, ce serait Exactement, c'est ça créer une filière qui permet de faire, d'avoir toute cette formation qui permet d'avoir le savoir-faire. Le savoir-faire. Nous vous le disions dans le premier reportage de cette émission, la transformation du cacao est un levier important pour l'économie camerounaise. Si de nombreux industriels s'installent de plus en plus, faisant grimper la capacité de transformation locale, ce n'est qu'en transformant près de 50% de sa production annuelle que le Cameroun peut pleinement profiter des bienfaits de l'or brun sur son économie. Tout dépend de la volonté politique, parce que la plus-value de toute matière première se trouve dans la transformation. Il faudrait déjà le noter. Et le cacao ne fait pas exception à cette règle. Je vous prends un exemple très précis. Quand vous vendez aujourd'hui 1 kilo de fèves, vous êtes autour de 5 000, 4 500, 5 000. Le même kilo transformé au premier degré vous revient pratiquement à 7 000, 8 000. Donc vous voyez qu'il y a une plus-value. Donc aujourd'hui, on devait mettre en place des politiques de transformation au moins au premier degré pour que le Cameroun n'exporte plus la fève brute, mais la fève transformée. Bien que moins puissants que les 5 industriels installés au Cameroun, dont les capacités varient de 50 à 5 000 tonnes de fèves broyées par an, les artisans chocolatiers camerounais constituent une masse non négligeable dans la volonté affichée de transformer localement le cacao camerounais. Avec des produits variés dont la qualité est loin du ridicule, ils apportent une contribution non négligeable au développement de la filière dans notre pays. La Socoprocon a été créée en 2004 et en 2016, grâce au Green Cocoa Business Service, Project Green Cocoa Business Service Center de la GIZ, nous avons amélioré notre fonctionnement, nous avons restructuré la coopérative, nous avons été harmonisés, arrimés à la loi OHADA. Donc nous avons aujourd'hui 545 membres répartis en 7 secteurs pour 30 centres coopératifs. Nous jouons un rôle très important. En plus des industriels, les artisans ont leur rôle. Le chocolat de tous les jours, c'est le chocolat des artisans. Ça, c'est une chose. Et le chocolat industriel, généralement, il est fait pour l'export. Et nous croyons que nous avons notre place pour déjà transformer localement et encourager également la jeune génération à se former au métier de la transformation du chocolat, du cacao en chocolat et ses dérivés. Depuis 2 ans, les activités de ces artisans ont pris un gros coup avec la hausse vertigineuse des prix du kilogramme Borchon. De fait, si les producteurs chantent, les transformateurs, eux, font un peu grise mine depuis. Simplement pour la vente de nos tablettes, du simple au double. Vous voyez un peu à cause de la montée du prix du cacao. Faisons dans la transformation, nos produits sont même certifiés en or. Bon, maintenant, le prix de 6 000 impacte beaucoup. C'est vrai, nous avons cette chance que nous sommes producteurs, donc nous avons de la matière première, mais toujours est-il que ça a un impact. Parce que à 6 000 francs, quand on vendait le kilo de cacao à 1 000 francs, on vendait la plaquette de chocolat à 1 500. Vous voyez qu'aujourd'hui, on vend le kilo de cacao à 5 000 ou on achète le kilo de cacao à 5 000. On vend toujours la plaquette de chocolat à 1 500. Donc, vous comprenez qu'il n'y a plus une grande marge. Réduction des marges, de bénéfices et augmentation significative des charges, pour les petits transformateurs, les beaux jours sont derrière. Obligés de s'adapter à la nouvelle donne et d'en appeler à l'intervention des pouvoirs publics pour leur éviter, pour certains, la faillite. On a revu un peu le grammage, si on peut le dire, on a revu un peu le grammage pour voir si on peut, je ne sais pas, parvenir à quelque chose. Parfois même, on est obligé de prendre les employés temporaires. Oui, parce qu'il faut pas, ça ne sert à rien de prendre les gens permanemment, alors que à la fin, on ne pourra pas, on aura problème de salaire. Donc, lorsqu'il y a une forte demande, on fait venir les employés. C'est un peu comme ça qu'on ajuste de temps en temps. Mais nous avons beaucoup plus besoin de l'État au niveau des équipements. Parce que quand nous avons commencé la transformation, si vous arrivez dans notre usine, ce n'est pas pour rien que nos produits sont déjà certifiés en or. Parce qu'avant, on a commencé avec des machines qui n'étaient pas trop adaptées. Bon,
Après, donc, on s'est amélioré. On a eu des machines qui respectent la norme de transformation, donc, où le produit est en contact avec l'acier inoxydable. Oui. Bon, maintenant, nous avons une très faible capacité de production. Donc, nous demandons l'accompagnement de l'État à ce niveau pour améliorer notre capacité de production. Une pause s'impose. Nous l'avons vu, le cacao se porte très bien au Cameroun. Avant de parler des nouvelles exigences de l'Union européenne et de leur mise en application sur le terrain, prenons une pause café. The Northwest Cooperative Association is a tier structure, meaning that we are an apex organization with secondary cooperative unions and primary societies. So we have 13 secondary cooperative unions and 43 primary societies. And what do? Our main objective is to collect, process and market the produce of our farmers. Yeah, we work on coffee and cocoa, small quantities of cocoa, but more of coffee, Arabica and Robusta. It might interest you to know that we are the highest exporters of Arabica coffee in Cameroon. Avec des prix du kilogramme négociés actuellement à 5 000 francs CFA pour le café Arabica et 3 200 francs CFA pour le café Robusta, les producteurs de café au Cameroun, comme ceux du cacao, sont aux anges. We are also happy, our producers are also happy because in the past 2 years, the coffee prices also are coming up. As we speak now, they are competing even with cocoa. Okay. Yeah, so coffee prices are going up, our farmers, our producers are so happy, and we are praying that those prices stay up so that they can also in turn improve the standards of living of our farmers. Their farms have not changed, but the cost of coffee from farm has changed based on the world market. So there has been a change in their standards of living. Pour le compte de la campagne en cours, le Cameroun ambitionne de produire environ 16 000 tonnes de café, soit une augmentation de près de 45% par rapport à la production de la campagne 2023-2024, chiffrée à 10 953 tonnes. Un rebond pour la filière après une campagne 2023-2024 où la production a chuté de 24%. Malgré ce repli, les revenus issus des exportations de café ont connu une augmentation significative. La précédente campagne caféière a permis ainsi de générer 25,88 milliards de francs CFA contre 18,76 milliards lors de la campagne 2022-2023. Une augmentation soutenue par une nette amélioration de la qualité du café Arabica et une qualité maintenue du Robusta. Si ici aussi l'exportation absorbe une part importante de la production, la transformation locale a fortement progressé avec l'arrivée de nombreux torréfacteurs locaux. À la Northwest Cooperative Association, on ne se contente pas que d'exporter du café brut. Depuis quelques années, cette entreprise propose aux consommateurs camerounais et internationaux du Cola Coffee. A lot of people are curious, but Cola Coffee is just a brand name. And how did it come about? Back in those days, in our traditional methods, our fathers were cultivating coffee under kola nut trees. Coffee does very well under shades. So they were using kola nut trees to shade their coffee in order to improve on the quality. So that is how we came about our brand name Cola Coffee. The first major thing is production. I think our volumes are decreasing based on, first, climate change is affecting us a lot. Secondly, like I said, most of the farms have been abandoned. Thirdly, farm inputs are very expensive. So farmers are not able to afford. So in turn, farm management practices are being distorted a bit. Also, markets. We need more market channels. Revenons à nos mosetons, ou si vous préférez, à nos cabos et fèves de cacao. Nous le savons, l'exportation constitue la principale destination du cacao camerounais. 80% de ces exportations sont destinées au marché européen, ce qui en fait le principal client. Pourtant, à partir du 31 décembre prochain, le cacao camerounais, comme tous les cacaos produits dans le monde, seront assujettis au nouveau règlement de l'Union européenne en matière de déforestation. Concrètement, de quoi s'agit-il? Les exigences en question c'est le règlement de l'Union européenne sur la production d'un cacao sans déforestation. Et que cette nouvelle réglementation
s'adresse à tous les pays qui font venir des produits dans l'Union européenne. Et donc, ces pays-là, notamment les exportateurs en ce qui concerne la cacaoculture, sont désormais assujettis à ce qu'on appelle la due diligence, c'est-à-dire la diligence raisonnée. Ils sont obligés de se conformer aujourd'hui à certaines exigences qui sont celles de la traçabilité et cacao sans déforestation et de la légalité. Donc voilà les trois piliers aujourd'hui sur lesquels repose le règlement. Le programme Cacao durable de l'Union européenne, qui est au cœur de toutes les discussions autour du cacao et du café au Cameroun et dans le monde, vise donc avant tout la protection de la nature en limitant la déforestation aux fins de création de nouvelles plantations. Au Cameroun, la cacaoculture étant faite dans un contexte d'agroforesterie, ces exigences de l'Union européenne peuvent apparaître comme un rappel de ce qui se fait déjà. D'ailleurs, au stand de la Sodecao, on est fier de présenter en version miniaturisée une cacaoyère typique camerounaise. La cacaoyère camerounaise, qui est une agroforêt, n'est-ce pas, se présente comme un écosystème vraiment qui devient au cœur même de la vie des producteurs. En termes de tel que la cacaoyère est pratiquée, la culture du cacao est pratiquée au Cameroun, oui, parce que c'est une agroforêt. Ça contribue même à régénérer la forêt. Bon, maintenant, il faut préciser qu'en termes d'exigence, l'option du gouvernement camerounais est de réhabiliter donc ces vieilles plantations, ces vieilles cacaoyères, au lieu d'aller créer des nouvelles. Parce que nous avons un verger qui est constitué de près de 600 000 hectares. Et dans les 600 000 hectares, on a 400 000 qui sont à réhabiliter. Soit du fait du manque des arbres qui sont morts, soit du fait des arbres qui sont déjà très vieux et qui ne produisent plus, soit du fait des arbres de cacaoyers qui sont présents dedans, mais issus de la mauvaise semence, et donc la production est faible. Tout de même, le Cameroun, qui avait anticipé sur ces exigences, travaille sur le terrain avec toutes les administrations et les partenaires impliqués pour permettre d'atteindre les exigences formulées. Dans le domaine du géoréférencement des parcelles, ce sont à date plus de 450 000 parcelles sur les 600 000 qui constituent le couvert cacaoyer national qui sont d'ores et déjà géoréférencées. De quoi rassurer la partie européenne quant à la mise en conformité du café camerounais le jour dit. Un travail à réaliser grâce à l'apport notamment des partenaires tels que la GIZ, la FAO, qui ont été mis à contribution pour accompagner le Cameroun dans la mise en œuvre du programme Cacao durable de l'Union européenne. Bon, on a eu des assurances très claires ce matin que le Cameroun est prêt. Alors, c'est ce que j'ai noté. Bien sûr, c'est le résultat d'une période depuis des années d'accompagnement, de travail ensemble avec le ONCC, les CSCC, les partenaires qui sont ici sur le terrain. On profite de leurs expériences pour échanger des informations avec ceux qui ont fait les réglementations à Bruxelles pour montrer la réalité. Alors, on a dit, on est prêt, mais il y a des détails, il y a des très bonnes questions qui sont arrivées des jeunes qui veulent savoir comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment montré très clairement ce qui exige la réglementation, mais quelles sont les opportunités, soit pour tous les producteurs, mais en particulier pour les jeunes. Le Cameroun a la particularité d'avoir libéralisé la filière cacao, la filière café. Et à bon escient. Donc il y a un côté, les pouvoirs publics qui sont représentés par l'ONCC et le secteur privé, tous les acteurs du secteur privé qui sont regroupés au sein d'une interprofession. Le rôle de l'ONCC en tant que garant de la légalité est de s'assurer qu'un règlement comme celui-là, qui est donc un règlement, est appliqué. Parce que vous avez vu la présentation ce matin, il y a trois volets. Il y a la traçabilité, il y a la légalité et il y a la diligence raisonnée. Toute la bataille autour de la légalité, c'est le domaine de l'ONCC. Nous sommes là pour nous assurer que tout le cacao produit au Cameroun est produit suivant les règles, suivant les normes, qu'il est commercialisé suivant les règles et qu'il est exporté suivant les règles. Donc nous avons ce rôle primordial de s'assurer de la légalité
du cacao du Cameroun au niveau de la production et au niveau de la consommation, de la commercialisation. Et si nous bouclions ce reportage avec un peu de douceur et de légèreté? Je vous emmène dans un stand qui a particulièrement connu du succès lors de ce Festi Cacao. Connaissez-vous les soins de beauté réalisés à partir des dérivés du cacao et du café? Non? Laissez-vous guider donc par Stéphanie Bayem, esthéticienne partenaire du CICC. Là, je suis en train de faire un masque facial à base du cacao et du café pour réparer et rafraîchir la peau du monsieur. C'est depuis 2012 avec la société CICC, ils font dans le café et le cacao. En utilisant le café et le cacao, juste pour consommation, ils se sont dit, mais après avoir utilisé le café et le cacao, que faire des résidus? Donc voilà, ils ont mis un plan sur pied, on a testé, on a validé. Nous sommes tombés d'accord que le cacao n'a pas seulement les vertus en consommation, ni le café. Et en prenant ce résidu et faisant un peu de mélange, en ajoutant des substances comme des huiles essentielles, un peu de beurre de karité, on a découvert qu'il joue beaucoup de rôle sur la peau, qui concerne à réduire la cellulite, anti-âge, anti-acné, réduit les inflammations, élimine les cernes. Donc ce qui fait que nous avons testé et nous avons approuvé et c'est valide. Vous n'avez qu'à regarder ma peau depuis 2012. C'est ce que j'applique une fois par semaine. Déjà, je suis fasciné. Déjà, de savoir que même les hommes peuvent avoir les soins de beauté et les produits naturels à base de cacao et de café. Vraiment, c'est excellent. Je vais vraiment un peu participer à l'expérience, mais sans avoir été déjà à la fin, je sens que c'est encore plus beau que ça. La sensation sur la peau? C'est bizarre, mais on va bientôt voir juste la fin. Comme quoi, de la coque à la fève, rien ne se perd dans le cacao. Il y a tout à gagner, à condition de s'y mettre à fond. Il y a également le fait que dans le champ, Si le Cameroun veut donc atteindre le niveau des premiers producteurs mondiaux en améliorant la rentabilité des 600 000 hectares actuellement exploités, il va bien falloir se retrousser les manches et travailler très dur. Les jeunes de la New Generation du CICC l'ont bien compris. Reste à transmettre le virus à tous les acteurs de la filière. D'intensifier les bonnes pratiques agricoles. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, ça va éviter d'accroître les superficies avec le frein que met la RDUE, dans la déforestation de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, on devrait voir comment produire le maximum sur les petites superficies. Nous sommes aujourd'hui à une demi-tonne à l'hectare. Alors, il faudrait qu'on trouve un mécanisme qui permet de passer d'une demi-tonne à 1 tonne à l'hectare. Et c'est possible avec les nouvelles pratiques agricoles qui font que, en intensifiant, je produis 25 cabosses par arbre. 25 cabosses égale à 1 kg marchand. Donc si j'ai 1000 arbres par hectare et je produis 1 kg par arbre, j'ai 1 tonne à l'hectare. Et aujourd'hui, la superficie totale du Cameroun, c'est 600 000 tonnes. Imaginez que sur 600 000, nous produisons 600 000 tonnes sur 600 000 hectares. Vous avez vu que nous passons du simple au double sans bousculer la forêt d'un seul mètre carré. Donc c'est possible. Madame, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition du magazine de l'économie actuelle. Merci particulier à toutes nos équipes qui nous ont permis de vous faire découvrir, comprendre et surtout maîtriser ces 3 sujets liés à l'économie camerounaise. Retrouvons-nous dans un mois avec le même plaisir pour une nouvelle édition de Stratégie consacrée cette fois-là au C2D, le contrat de désendettement et de développement au Cameroun qui fêtera dans un an 20 ans de contribution au développement de notre pays. D'ici là, bonsoir.